Bonjour chers participants, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis très ravi de prendre part donc à cet événement de la fête du préscolaire en RDC Congo. J'ai été invité par Jessica Ikedi et donc c'est avec plaisir, c'est avec joie que je participe donc à cet événement. Je me présente, je suis Jean-Philippe Bocco, je suis orthophoniste, je suis également neurolinguiste, je fais de la recherche à l'hôpital mère-enfant et à l'université. Je suis par ailleurs enseignant vacataire à l'école d'orthophonie et j'ai cofondé avec ma femme, qui est sur la photo, une plateforme sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, qui a pour objectif de faire la sensibilisation sur les problèmes donc liés au langage et à la communication et aux apprentissages. Et donc, c'est avec une grande joie que je participe à cet événement. Alors, il m'a été demandé de présenter un PowerPoint sur le cerveau et les apprentissages. Donc, j'ai fait deux PowerPoints. Je vais présenter un premier PowerPoint sur le cerveau. Et puis, on va parler également de l'apprentissage de la lecture. C'est un défi dans nos pays d'Afrique francophone. Donc, on va échanger, s'entretenir sur ce point. Alors, permettez-moi donc de changer de PowerPoint rapidement. La présentation. La présentation. Ça. Voilà. Alors, c'est bon. J'espère que vous voyez de la même manière que moi. Que ça passe sur vous comme chez moi. Voilà. Je vérifie si c'est bon. Ok. Alors, le cerveau, aujourd'hui, on le sait à travers donc les différentes recherches qui ont eu lieu ces dernières années. Hein. On sait que c'est un organe mystérieux, hein, dont on continue d'étudier encore à travers donc des sciences telles que la neuropsychologie, etc. Et il est le siège de toute cognition, donc de tout apprentissage. Il est donc impératif de connaître son fonctionnement en tant qu'enseignant, en tant que parent, de connaître comment le cerveau fonctionne. Hein, lorsque on fait de la pédagogie, notamment pour les enseignants, il est impératif de connaître un peu le fonctionnement donc, du cerveau. Alors, le cerveau humain se définit comme un organe d'interprétation en permanence, en activité. Il est composé de près de 80 milliards de cellules appelées donc des neurones. Donc au plan anatomique, il est composé de plusieurs éléments. Donc je vais présenter ici donc la composition donc du cerveau. Hein, il est composé de trois cerveaux. On va donc avoir ici donc le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Alors, il faut savoir que le cerveau reptilien est composé du tronc cérébral et du cervelet. Donc, il assure toutes les fonctions vitales de l'homme, donc que ce soit la respiration, l'équilibre, le rythme cardiaque, etc. Et on a donc le cerveau limbique. Le cerveau limbique est composé de quatre structures sous-corticales. On a l'hippocampe, qui est impliqué dans tout ce qui a trait au souvenir et au stockage des informations, notamment la mémoire, quand on retient quelque chose, une information, etc. Et donc, on va solliciter donc l'hippocampe. On a l'amygdale, essentielle pour tout ce qui est du ressenti, de l'émotion, etc. On a l'hypothalamus, la glande qui génère donc les réponses du corps, stress, faim, et j'en passe. On a le thalamus, une sorte de gare de triage, donc il va trier les informations. Hein, c'est là que siègent tous les sentiments, les valeurs, etc. Alors la composition du cerveau humain, donc on a le cerveau, donc le cerveau cortical ou le néocortex, donc il est composé de deux hémisphères cérébraux.
Donc, on a bien entendu parler de ça dans pas mal de choses. Donc, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Donc, c'est grâce à lui que se développe le langage, l'imagination, la pensée, le rationnel. Donc, il est très souple et ses capacités d'apprentissage sont infinies. Et donc, il s'agit là de l'hémisphère gauche dont je parle. Donc, c'est grâce à lui qu'on va voir le langage, l'imagination, la pensée, etc., le raisonnement et tout. Et donc, sur ce schéma, on peut bien s'apercevoir donc les deux hémisphères, donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Donc, on peut bien se rendre compte que dans l'hémisphère gauche, on a la vision séquentielle, on a la parole, les calculs, on a le numérique, le déductif, la logique, l'analyse, l'argumentation, la théorie, l'explicatif, l'objectif. Et donc, on peut se rendre compte, évidemment, quand on a des enfants qui sont nés avec des souffrances cérébrales, donc qui, à la naissance, ont eu une affection du système nerveux central. On peut avoir dans le développement de ces enfants-là des problèmes donc de langage, des problèmes d'apprentissage, de mémorisation, de compréhension, d'attention, etc. Donc, vous comprenez toute l'importance donc de connaître en fait le cerveau humain. Donc, pour revenir donc aux hémisphères, donc l'hémisphère droit, on a la vision globale, holistique, le non-verbal, l'image, l'analogie, le symbolique, l'impression, le ressenti, la, la, la représentation, le subjectif. Et donc ça, je veux dire, c'est l'hémisphère qui va beaucoup être sollicité par les musiciens hein, qui vont imaginer les artistes, etc. Voilà, donc on a pu voir un peu. Les hémisphères cérébraux donc, constituent donc la partie la plus importante du cerveau. Ils sont le siège donc, de la raison et de la créativité. Ils sont donc divisés en quatre parties ou lobes. Alors, il y a plus que quatre lobes, on a schématisé ainsi. Sinon, il y a plusieurs lobes. Le lobe et le rôle. Donc, on peut regarder ici dans la partie rose. On est dans le lobe frontal, donc à l'avant donc du crâne. Et cette partie, on va retrouver donc le cortex prémoteur, on va retrouver le raisonnement dans cette partie, on va retrouver le langage, donc le langage parlé, la compréhension, etc. On a également le lobe temporal, hein, qui est cette partie juste en bas, en orange, je ne me trompe pas, en orange, et qui va donc nous permettre de pouvoir retenir les informations, retenir un numéro de téléphone, retenir une leçon, etc. Parce que là-bas, on a le siège donc de la mémoire. On a derrière ici le lobe occipital. Le lobe occipital va intervenir dans tout ce qui est donc la vue, donc pour les activités de lecture. Pour lire un mot, pour lire une phrase, il faut déjà voir la phrase, il faut la décoder, donc décoder les lettres, etc. Ensuite, les assembler par tout un processus. Donc, aujourd'hui, on sait que la lecture est une activité donc visuelle, donc qui nécessite donc un meilleur traitement de cette partie donc du lobe occipital. On va avoir également le lobe pariétal, hein, qui va être spécialisé dans les calculs, dans les apprentissages, etc., etc. On a donc la cissure de Rolando, donc l'aire motrice ici, qui va participer donc dans l'articulation lorsque notre langue bouge pour articuler un mot, pour sortir une consonne, etc. Et donc c'est tout cet ensemble là qui permet donc à l'homme de pouvoir produire le langage, la réflexion, etc. Alors maintenant parlons de la mémoire et des apprentissages. Alors la mémoire est une faculté qui permet d'enregistrer les informations, de les conserver et de les utiliser. Voilà, il existe plusieurs mémoires. L'apprentissage est un ensemble de mécanismes menant à l'acquisition de savoir-faire, de savoir ou de connaissances. Alors, parlons des différents types de mémoire. Comme je l'avais dit, il existe différents types de mémoire, notamment la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire olfactive, la mémoire gustative, la mémoire sémantique, la mémoire procédurale, et j'en passe. Les différents types de mémoire.
Donc, on peut avoir là la mémoire, on a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Alors, les scientifiques ont schématisé, hein, pour nous permettre de comprendre en fait le processus de mémorisation d'une information. Donc, la mémoire à court terme permet de stocker temporairement, donc, et de traiter les informations. Donc, lorsqu'on nous donne une information tout de suite, c'est cette mémoire-là qui nous permet de garder l'information et de s'en servir pour faire un travail, etc. Et donc, ces informations peuvent nous venir par différents canaux. Donc, on peut avoir donc la mémoire sensorielle. Par exemple, on peut avoir l'information à partir du toucher. Donc, si on bande nos yeux, qu'on met nos doigts nos mains dans un sac et qu'on touche quelque chose, on est capable de déterminer la forme, la texture, etc. Et donc, là, on utilise la mémoire sensorielle. Et du coup, on va chercher l'information dans la mémoire à long terme, puisque la mémoire à long terme, comme on a déjà vu, par exemple, une pierre, on connaît la texture d'une pierre, le dur, etc. Et donc, elle est stockée quelque part dans notre mémoire. Et dès qu'on se met à toucher, il va faire donc ce lien-là, d'aller rechercher l'information qui est stockée dans notre mémoire et de la ramener, donc de faire un rappel de l'information stockée dans la mémoire. Et du coup, on est capable d'identifier donc une pierre dans un sac, même avec les yeux bandés. Donc, rapidement, pour schématiser un peu ce qui nous est présenté ici, donc la mémoire à court terme qui nous permet de retenir l'information donc pendant qu'on mène une tâche, etc. Et la mémoire à long terme qui nous permet de restituer cette information plus tard. Donc, c'est ce qu'on va demander à nos élèves, par exemple, d'apprendre un cours et après, on va passer donc à l'évaluation. Et donc, à cette évaluation, les élèves sont censés euh, faire appel aux informations stockées dans leur mémoire. Et donc, ces informations sont stockées à partir de plusieurs éléments qui permettent donc de mieux les engrammer, donc de mieux les stocker. On a par exemple pour les enfants primaires, on va associer des jours de la semaine à des couleurs. C'est justement pour faciliter donc ce stockage de l'information, de sorte que quand l'enfant doit rechercher donc l'information, eh bien, il peut s'appuyer sur des indices. Vous allez voir tout à l'heure dans la lecture, c'est aussi pareil, donc des indices structurels, etc., pour justement se rappeler de cette information. Alors, la mémoire et les apprentissages, donc, c'est également pareil avec tout un schéma, donc la mémoire de travail, la mémoire à long terme. On a l'encodage, donc la mémoire de travail juge les informations à mémoriser ou pas. Par exemple, décide des éléments clés à mémoriser lors d'une leçon, etc. On a également aussi un élément qui est très important, qui est les fonctions exécutives. Alors, dans le cerveau, quand je vous ai présenté, dans le lobe en avant du crâne, là, le lobe frontal, c'est là également le siège également des fonctions exécutives. Et ces fonctions sont tellement importantes parce que ce sont ces fonctions qui nous permettent de planifier une tâche, qui va nous permettre de planifier, d'organiser, qui va nous permettre de développer des stratégies pour comprendre ou pour exécuter donc cette tâche. On va solliciter également l'attention qui est un élément indispensable donc à l'apprentissage. Donc voici un peu pour mieux comprendre en quelques mots la mémoire et son apport donc dans les apprentissages. Alors, donc quand tu as un enfant qui a du mal à apprendre, du mal à retenir, eh bien on va faire des évaluations des fonctions exécutives pour justement vérifier si on n'a pas donc de problème au niveau donc de la mémoire, des fonctions exécutives, etc. Parce que ça fait partie d'un élément fondamental pour les apprentissages. Alors je passe également encore la même chose. Alors pour conclure, on dira que le cerveau de l'homme reste un organe moins connu, parce que les recherches également se font. Hein. Mais toutefois, son lien avec les apprentissages scolaires et la réussite est nettement prouvé. Donc tout pédagogue doit comprendre son fonctionnement pour répondre avec efficience aux dysfonctionnements qui pourraient donc se manifester sur l'un de ses apprenants. Et donc, c'est vraiment important. Donc, pour un enseignant du primaire, etc., il est bien important de comprendre comment le cerveau fonctionne, comment la mémoire fonctionne, pour justement prévenir l'installation de difficultés majeures chez certains élèves. Donc, c'est quelque part fait de la prévention. C'est justement ce que nous voulons à travers donc cet entretien vous
données. Donc le premier PowerPoint étant terminé, nous allons rebondir rapidement sur le deuxième PowerPoint. Euh, deuxième PowerPoint. Attends, j'arrête ça. Je fais partage du deuxième PowerPoint. Je partage. Voilà. Alors, on y est. Donc ici, on parlera donc de l'aspect théorique du développement de la lecture et de l'orthographe. Comment la lecture se développe chez l'enfant. Et là, on a parlé tout de suite de la mémoire. On a compris que dans la mémoire, c'est le siège, donc le cerveau, pardon, le siège donc des apprentissages. Et la mémoire est l'un des éléments fondamentaux dans l'apprentissage, dans les apprentissages scolaires. Et on a dit également dans le premier PowerPoint que pour lire, on va utiliser donc les différents lobes qui ont été présentés, donc notamment le lobe occipital à l'arrière du crâne. C'est lui-là qui va nous permettre de décoder les informations. Depuis le 2010, avec la recherche de Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique, on a pu, donc aujourd'hui, on est capable d'affirmer que lorsqu'on se prépare, donc lorsqu'on rentre dans une activité d'apprentissage de la lecture, parce que c'est une activité d'apprentissage, la lecture n'existe pas de par la naissance de notre cerveau. Non, le langage, oui, tout être humain naît avec une partie spécialisée pour le langage parlé. Par contre, les apprentissages de la lecture et de l'écriture sont une invention de l'homme. Donc, notre cerveau va se constituer, va se reconstituer, je vais dire, va s'entraîner à développer donc cette partie-là pour pouvoir apprendre donc à lire. Donc, la lecture va se développer donc à l'arrière donc de notre crâne, donc la partie occipitale, et va mettre en connexion les différentes régions, notamment le lobe temporal, le lobe frontal, etc., pour nous permettre donc de lire. Désolé, je ne suis pas resté sur l'autre schéma pour mieux vous montrer. Alors, donc, rapidement, le plan. Je vais vous parler un peu des modèles d'acquisition de la lecture et de l'orthographe, les compétences nécessaires à l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, et les quelques aménagements raisonnables pour enfants à besoins spécifiques. Je pense que je ne vais pas finir tout le PowerPoint parce qu'il est très long. Je vais passer sur certains éléments. J'ai déjà envoyé ça à Jessica, donc elle pourra éventuellement présenter ça en long, en large, pour ceux qui aimeraient mieux comprendre, etc. Et puis les questions, il n'y a pas de problème. Elle pourrait également me les adresser par mail, etc. Je vais les répondre. Le langage écrit, c'est pour nous lecture, orthographe et écriture. La lecture, on a la lecture silencieuse et la lecture à voix haute. La lecture, c'est, comme je l'ai dit, décodage ou déchiffrage et compréhension. Si on est capable de décoder et qu'on ne comprend pas, il y a un problème de compréhension. Donc la lecture, c'est de décoder les schèmes de caractères, c'est-à-dire les mots, les consonnes, les voyelles qui sont assemblées pour former des syllabes. Ces syllabes sont combinées pour donner donc des mots. Et ces mots, on fait une combinaison pour encore construire donc la syntaxe, donc la phrase. Donc la lecture, c'est d'être capable de décoder ces informations, donc de décoder ces phonèmes ou ces lettres, hein, ces lettres après de les rassembler et de comprendre donc le sens, d'accéder au sens. Alors l'orthographe, on a l'orthographe phonétique, l'orthographe lexicale et l'orthographe grammaticale. Alors lorsqu'on apprend à lire, éventuellement, ça va avoir un effet donc sur l'apprentissage donc de l'orthographe. Voilà. Donc alors les différentes théories de l'apprentissage, donc de la lecture. On a l'acquisition de la lecture et de l'orthographe selon le modèle de Uta Frisch, 1985. Il s'agit du modèle développemental le plus connu parmi donc, les différents modèles développés durant les années 80 de l'apprentissage de la lecture. Alors, la lecture plus orthographe, dans ce modèle, on a trois stades. On a le stade logographique, on a le stade alphabétique et on a le stade orthographique.
Et on va remarquer qu'au sein de ces stades vont apparaître des stratégies. Celles-ci se développent successivement, chacune s'appuyant sur les acquis des précédents. Voilà. Donc, pour qu'il y ait développement donc, du stade alphabétique, le stade alphabétique va s'appuyer sur les acquis du stade logographique. Donc, on verra là en un le stade logographique qui va se développer entre 4 ans et 6 ans chez l'enfant. Alors, période pendant laquelle les enfants vont développer une stratégie logographique en lien avec le développement de son lexique logographique. La stratégie logographique consiste donc en la lecture ou l'orthographe de certains mots familiers par la recherche de leur représentation logographique stockée dans le lexique logographique de l'apprenant. Donc, on revient encore à la mémoire. Donc, on a un lexique dans la tête et on a des mots qui sont stockés. Cela nous permet justement, nous les lecteurs normaux, on va dire sans difficulté, etc., eh bien, de lire dans une vitesse incroyable une série de mots, justement parce qu'on a déjà rencontré ces mots et on les a stockés dans notre lexique orthographique, etc. Et donc, lorsqu'on voit le mot, les yeux photographient le mot et en un quart de seconde, on a un traitement au niveau donc cérébral qui nous permet donc de déchiffrer et d'avoir accès directement au sens de ce mot et de dire, tiens, ce mot, il s'agit de orchestre, il s'agit de femme, etc., etc. Et bon, il est de même également pour l'enfant de 4 à 6 ans, hein, qui est un apprenant et qui va développer une stratégie qui est basée sur la lecture ou certains traits, hein, de mots familiers, hein, stockés donc dans son lexique orthographique. Alors, il existe 4 grands lexiques mentaux, hein, dans ce premier stade. Il existe le lexique mental logographique, donc qui est un dictionnaire mental qui reprend le patron visuel, c'est-à-dire le mot, le logo, comment le mot il est dessiné. C'est un peu comme le Coca-Cola. On sait que Coca-Cola, la couleur, c'est rouge, avec une consonne, la première lettre, le C, avec une forme, etc. Et donc ça, par exemple, ce sont des indices euh, dont vont se servir les enfants pour lire des mots, hein, Coca-Cola, lorsqu'on passera dans la rue, lorsqu'on verra ça sur un panneau euh, dans une station, etc. Et voilà, il est capable de lire, mais il ne sait pas encore lire. Il se sert en fait de stratégie, donc de logo, de représentation pour pouvoir donc lire ce mot. Lexique mental orthographique, c'est un dictionnaire mental qui reprend les représentations orthographiques des mots qui nous sont familiers, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. Donc, c'est ce que je disais. Pour qu'on soit capable de lire rapidement des mots, eh bien, c'est parce qu'on a un lexique mental orthographique. C'est-à-dire qu'on a déjà stocké les mots qu'on a déjà vus auparavant, qu'on a appris, etc. On les a stockés de notre mémoire. Et donc, à chaque fois qu'on les revoit, eh bien, on va pas les chercher dans la mémoire. Et puis, on est capable donc de les lire. Qu'ils soient réguliers, c'est-à-dire qu'ils soient fréquents ou qu'ils soient moins fréquents. On est capable, etc. à partir de ce lexique stocké de ce lexique mental. Et puis en 3, on a le lexique mental sémantique. Donc c'est un dictionnaire mental qui reprend l'ensemble des concepts signification des mots qui nous sont familiers. Donc comme je disais, lecture égale à décodage ou déchiffrage plus compréhension. Donc éventuellement, les mots ont des sens. Et dans une phrase, donnent encore des sens. Et donc du coup, on ne peut pas accéder donc à la lecture sans accéder donc à la compréhension de ce qu'on lit, etc. Donc, vous voyez qu'on a ces différents lexiques mentaux, hein, qui sont là dans notre mémoire et qui vont nous servir tout au long de notre vie à apprendre donc à lire. Alors, le lexique mental phonologique, qui est le dernier, donc un dictionnaire mental qui reprend l'ensemble des représentations phonologiques, c'est-à-dire la forme sonore des mots qui nous sont familiers. Donc, si on dit par exemple un mot vélo, eh bien, lorsque l'enfant est en train de construire son apprentissage de la lecture, etc., vélo, bien souvent, on va segmenter VOR, le V, le E, le L, le O, etc. Donc, c'est grâce à ce lexique mental phonologique, parce qu'il connaît les sons, il sait comment ça chante, il sait comment ça sonne dans son oreille, et donc il est capable de
les retrouver dans son lexique mental. Ah, mais le V, ah, c'est V, le E, etc. Le L, c'est le L, etc. Et il est capable donc de reconstituer donc, le mot ou de lire carrément donc, le mot qui est devant lui. Donc, stratégie surtout prégnante en lecture chez l'apprenant, étape de prélecture, 2 phases. Donc, comme je disais, c'est une stratégie qu'on va retrouver énormément chez l'enfant qui est en train d'apprendre à lire. Donc, il va se servir donc de ces lexiques-là pour décoder. Donc, on a la première phase, on a l'identification contextuelle donc des indices externes, donc configuration globale du mot. Donc, la première phase, c'est identifier une configuration d'un certain mot, donc de manière globale. Donc des caractères, des indices, tels que j'ai pris l'exemple de Coca-Cola. Donc l'indice global, on a déjà la couleur. Hein. Coca-Cola est écrit toujours dans la couleur rouge. Deuxième phase, identification centrée sur le mot indice interne, la forme particulière de certaines lettres. Dans Coca-Cola, on a toujours la lettre C qui a une grande forme, un design, malgré que ça évolue, mais ça reste toujours la première lettre avec une grande forme et la couleur rouge. Alors donc, ces éléments vont nécessiter l'importance de la mémoire à long terme visuelle et de la discrimination visuelle. Donc vous voyez qu'on retourne encore sur le premier PowerPoint où on a parlé donc de l'importance de la mémoire, Et donc, l'apprenant, dans les débuts de l'apprentissage de 4 ans à 6 ans, va essentiellement se baser sur un élément qu'elle a vu. Donc, il ne sait pas réellement lire, parce que lire, c'est décoder, c'est déchiffrer, donc c'est assembler des consonnes, c'est les segmenter, c'est les rassembler, et puis capable de lire et d'accéder au sens. Alors, 4 ans, 6 ans, il n'est pas capable de cela. Par contre, il va utiliser une stratégie très importante qui est la vue et la discrimination visuelle et la mémoire visuelle. Donc, quand il a vu un mot et qu'il a stocké dans sa mémoire visuelle à long terme, le jour qu'il retrouve encore ce mot sur un panneau dans la ville, eh bien, il est capable, à partir de la vue, de discriminer les indices qu'on a présentés en avant. Donc, les indices, donc la couleur, la forme, les lettres, etc. Et il dit, papa, tiens, je vois c'est Coca-Cola, etc. Puis on dit, tiens, tu fais, tu sais lire. Eh bien, c'est à travers donc ces indices-là qu'il est capable de le faire. On va passer donc au stade 2, le stade alphabétique. Là, l'enfant rentre dans un processus d'apprentissage. Là, il est en classe. On passe maintenant en classe de CEP pour certains. Donc, c'est une mise en place du code alphabétique. Donc, on va enseigner à cet enfant l'ensemble des correspondances entre les phonèmes et les graphèmes. Donc, les phonèmes ici, ce sont les unités, toutes petites unités donc, de la langue. Ce sont les sons de la parole. Donc, ce sont également les résultats de la combinaison de plusieurs traits articulatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, pour le B, donc pour le son B, on va avoir une combinaison donc, on va avoir déjà de l'air qui va remonter au niveau donc, des poumons et qui va s'arrêter en dessous donc, des cordes vocales. Donc, quand on touche notre gorge, on va voir, on a la trachée. Et dans cette trachée, on a 2 petits organes qui vont s'accoler lorsque nous sommes en train de parler. Donc, ils vont s'accoler, lorsque nous sommes en train de parler. Et donc, on va avoir de l'air qui va être comprimé en dessous de ces organes-là qui vont s'accoler. Et puis, à un moment donné, on a une explosion d'air qui sort de ces organes et qui va arriver donc au niveau donc de la cavité buccale, donc au niveau de la bouche. Et donc, au niveau de la bouche, on va avoir une articulation de plusieurs paramètres, notamment pour la lettre B. On va avoir les 2 lèvres qui vont s'accoler pour donner donc le son B. Et comme on a une vibration au niveau donc des cordes vocales, on va avoir une vibration sonore de cette lettre. Et donc, on dit cette lettre est occlusive parce qu'il y a eu une occlusion au niveau donc de la gorge, donc des cordes vocales. On a eu une explosion de l'air qui est sortie et qui a fait vibrer donc les cordes vocales. Et à la fin, on a eu une articulation des 2 lèvres qui ont donné. Donc, vous voyez que les phonèmes ont des caractéristiques propres. Et donc, ces phonèmes-là
vont être appris à l'enfant à l'école. Donc, on parle là donc de mise en place de codes alphabétiques par un processus d'apprentissage. Donc, c'est là qu'on va apprendre à l'enfant comment on lit, que ce soit en français, en anglais, en espagnol. Voilà. Le graphème, c'est le signe écrit qui correspond donc à un phonème. Le graphème simple correspond à la lettre. Exemple, le T, le D, le A. Le graphème complexe, le graphème complexe a plusieurs lettres. Par exemple, le O, le ON. Le O peut s'écrire E-A-U. Le O peut s'écrire A-U. Le O peut s'écrire encore O. Donc, vous voyez, le son O a plusieurs correspondances qu'on appelle donc des graphèmes qui peuvent s'écrire de différentes matières. Et ces graphèmes-là ont bien souvent tendance à fatiguer donc nos enfants. On a dans ces graphèmes ce qu'on appelle les graphies dominantes et les graphies minoritaires. Alors, les morphèmes, pour rappeler rapidement, ce sont les plus petites unités lexicales significatives constituant donc le mot. Donc, les plus petites unités d'un mot. Donc, par exemple, le radical, etc. Les morphèmes grammaticaux, va être ce qu'on appelle la flexion du mot. Donc, lorsqu'on se met, par exemple, à mettre un S au pluriel d'un mot, les femmes, et puis un S à la fin, etc. Voilà, ce serait une flexion donc grammaticale. Alors, l'enfant développe ici, au sein de ce stade, une stratégie qu'on appelle stratégie alphabétique. L'apprenant peut lire ou orthographier des mots qui soient non familiers, donc réguliers, par exemple, frites, ou des non-mots, ce qu'on appelle des logatomes ou des pseudomots. Alors, pourquoi? L'enfant, quand il est à ce stade, donc la stratégie alphabétique, on l'a appris à faire des combinaisons. Donc, l'enseignant apprend à l'enfant à combiner des sons, des sons, voilà, des sons en graphème, à les combiner et à obtenir donc un mot. Donc, on a par exemple le moto, par exemple, moto, on va avoir des combinaisons de sons, le main, le O, le T et le O. Et donc, ça nous donne moto. Donc, à partir de cette combinaison qui respecte la règle combinaison ou correspondance graphème, phonème, phonème, graphème, donc qui s'inscrit dans cette stratégie qu'on appelle la stratégie alphabétique. C'est ce que l'enfant va utiliser dès le début donc de ses apprentissages, de son apprentissage de la lecture en classe. Et cette façon donc de lire va permettre à l'enfant de pouvoir lire des mots non familiers. Hein. Frites, par exemple, il sait que ça fait F, R, I, T, E. Il est capable de lire. Éventuellement, des non-mots, comme des logatomes, des pseudomots. Ce sont des mots, en fait, qui s'écrivent en une orthographe qui semble normale, une orthographe normale, mais qui n'ont pas de sens, vraiment. Par exemple, godivé, calculatrice, ça ressemble à calculatrice, mais ce n'est pas calculatrice, calculatrice, on n'a rien dit. Simplement, ce mot ici nous permet, qu'à raison de nous, orthophonistes, lorsqu'on évalue, ce mot nous permet d'évaluer la stratégie alphabétique, de savoir est-ce que l'enfant est capable de segmenter, ensuite d'assembler et de pouvoir lire le mot. Parce que godivé, ça respecte une règle. Ko, o, do, i, vo, e. Est-ce qu'il est capable de euh, segmenter donc ces mots et de pouvoir les lire. Donc, cette stratégie alphabétique, pour résumer, permet à l'enfant de pouvoir lire des mots non familiers, réguliers et des non-mots. Par application, comme je dis, de règles de correspondance phonème-graphème, donc conversion PG ou des graphèmes phonème conversion GP. Par application des règles contextuelles ou nombre de 4. Donc, lorsque on a la règle du S, qui est entre deux voyelles, hein, ça se lit S, ça. La règle du G, lorsque le G est devant le I et le E, ça se lit je. La règle du C devant le I et le E, ça se lit si ou ce. La règle du N qui devient M devant le P, le B et le M, etc. Donc on va apprendre toutes ces règles à l'enfant et qui va être capable non, de pouvoir les appliquer, de pouvoir les mettre en œuvre, pour pouvoir donc lire. Et enfin,
les potentielles erreurs qu'on pourrait rencontrer donc à cette étape du développement de l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe chez les enfants, chez l'apprenant, ça sera des erreurs de régularisation. Il s'agit de quoi? Il s'agit en fait de, de lire un mot qui est irrégulier en appliquant les règles qu'on a vues, qui sont les règles de conversion graphème-phonème. C'est-à-dire, par exemple, je prends un mot femme. Le femme, eh bien, s'écrit pas comme on l'entend. Il s'écrit F, E, 2 M, E, E. Alors, si on applique la première règle qu'on a vue, la règle, donc, la stratégie alphabétique, qui est la correspondance, l'enfant va chercher à faire une correspondance, donc, fort, A, et puis M, E, etc. Et à la fin, c'est une erreur. Et donc, voici des erreurs comme ça qu'on va remarquer. Et donc, quand on remarque les erreurs, on sait immédiatement que l'enfant, là, il se trouve au stade de la stratégie alphabétique. Il n'est pas encore passé au stage de la stratégie orthographique qu'on va voir plus loin. Donc, comme exemple, on a eu orchestre. On va voir des enfants qui vont dire orchestre. Parce qu'ils vont appliquer la stratégie de conversion graphème-phonème qui sont encore passés dans l'autre stratégie qu'on va voir plus tard. Donc voici un peu des erreurs qu'on pourrait constater chez l'enfant qui est au stade donc de la stratégie alphabétique. Pas trop long, je vais avancer. Le dernier stage, le dernier stade, pardon, qui est le stade orthographique, qui va se développer à partir de 7 ans et 8 ans, ce sera une période pendant laquelle l'apprenant va développer, l'apprenant donc va développer l'apprenant va développer une stratégie orthographique en lien avec le développement de son lexique orthographique. C'est-à-dire qu'il va commencer à être capable de lire des mots, d'orthographier des mots en s'appuyant sur son lexique mental orthographique, donc sur sa mémoire orthographique, sa mémoire qui a conservé des mots, la forme, la manière dont ça s'écrit, le sens, la manière dont ça se prononce, etc. Alors, la stratégie orthographique est une stratégie qui permet à l'apprenant la gestion immédiate, en lecture ou en orthographe, d'un mot familier par la recherche de sa représentation orthographique stockée dans son lexique orthographique. Voilà. Cette stratégie permet de lire et d'orthographier des mots familiers, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. Voilà. Cette stratégie permet de lire des mots, que ce soit des mots qui sont fréquents ou peu fréquents, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. Cette stratégie est celle utilisée majoritairement par le lecteur habile, donc qui est utilisée par nous. Et mais il faut dire que malgré notre performance en lecture, nous utilisons toujours les deux stratégies, la stratégie alphabétique et la stratégie orthographique. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de lire des mots ou par exemple des noms de certaines régions de l'Afrique, etc. Je me rappelle bien d'un roman que j'aime bien, Le monde s'effondre de Chinois Akebe. Et bon, ça nécessite une combinaison que vous passez à la stratégie alphabétique parce que vous n'êtes pas habitué, donc par exemple à l'articulation, donc la prononciation donc de ce mot. Et donc vous allez combiner, vous allez prendre du temps pour combiner. C'est pareil quand vous présente un mot issu d'une autre langue, etc., qui va nécessiter que vous combinez. Donc, du coup, vous utilisez la stratégie alphabétique. Une fois que vous êtes familier à ce mot, eh bien, dès que vous le voyez deux, trois, vous êtes capable de lire sans même perdre du temps. Donc, vous utilisez par la suite la stratégie orthographique. Donc, ces deux stratégies vont s'utiliser tout le temps, mais quand on est lecteur habile, on a l'impression de moins utiliser la stratégie alphabétique parce que bien souvent, quand on l'utilise, on ne se rend pas compte. On est tellement rapide, ça se fait tellement, le traitement au niveau cérébral se fait tellement vite qu'on a l'impression de ne pas l'utiliser. Mais il faut savoir qu'on utilise toujours ces deux stratégies malgré qu'on soit des lecteurs habiles. Alors, donc, la stratégie, comme je l'ai dit, orthographique, va permettre à l'enfant de pouvoir lire des mots, qu'ils soient familiers ou non familiers. Donc, cette stratégie va plus appuyer sur le respect d'une règle qu'on a vue premièrement, qui est la règle de conversion graphème-phonème. Donc, convertir le phonème en graphème. Les assembler
et dire et lire le mot et prononcer le mot, etc. ou écrire le mot. La stratégie alphabétique ici, on revient un peu derrière, la stratégie alphabétique ici va nous permettre simplement de lire les mots parce qu'on a stocké le mot dans notre lexique orthographique. Donc, on est capable aujourd'hui de lire orchestre sans toutefois segmenter orchestre parce qu'on l'a inscrit comme ça dans notre cerveau. Orchestre ne s'écrit pas d'une autre manière, ne se lit pas d'une autre manière. C'est comme ça se lit, on a appris comme ça. Et donc, dans cette phase d'apprentissage, eh bien, on va montrer aux enfants que ces mots-là, eh bien, s'apprennent comme ça. Femme, ça s'apprend comme ça. F, E, M, M, E. Voilà, il n'y a pas autre manière. Donc ça, il faut quoi? Il faut donc la mémoire à long terme pour stocker ce mot-là, hein, ce mot. Donc il faut là solliciter la mémoire. Et donc c'est là toute l'importance de la mémoire visuelle, de la mémoire à long terme, etc. pour stocker donc le mot. Parce que ça se lit ainsi et ça s'écrit ainsi. Ça n'a pas de, il n'y a pas de règle. Alors, donc, les erreurs qu'on peut retrouver un peu chez l'enfant qui est, chez l'apprenant qui est au stade donc euh, orthographique, on peut avoir des mots irréguliers, par exemple des mots écrits dont la structure orthographique ne permet pas la lecture ou l'orthographe par l'utilisation stricte des règles de correspondance graphème-phonème, car il comporte une zone d'irrégularité devant être connue par l'apprenant et donc stockée dans le lexique orthographique. Et donc, pour exemple, on revient encore avec le mot orchestre, eh bien, ça ne peut pas respecter la règle de conversion. Et donc, ça nécessite que l'apprenant stocke ça dans son mémoire, dans son stock pardon, de lexique orthographique. Donc, ça doit être dans sa mémoire. Il doit l'apprendre ainsi. Il n'y a pas une règle qui permet donc de pouvoir lire ce type de mots. C'est comme ça, on l'apprend ainsi, etc. Donc, on peut avoir ces erreurs-là quand on a en face de nous un apprenant qui, euh, devant un mot irrégulier de cette nature, et essaie toujours de segmenter, d'assembler, etc. Et là, on se rend compte qu'il est encore dans la stratégie alphabétique. Donc, il n'est pas encore passé dans la stratégie donc, orthographique. Donc, il faut lui apprendre donc, le mot tel qu'il est, parce que ces types de mots vont comporter une zone d'irrégularité. Donc, elles doivent être apprises comme elles sont, etc. Donc, on peut avoir aussi des effets de fréquence, donc se manifestent en lecture ou en orthographe lorsque les mots fréquents sont mieux lus ou orthographiés que les mots rares. Donc, il va beaucoup plus être capable de lire des mots qui sont plus fréquents parce qu'il les voit beaucoup plus, donc il les a stockés dans sa mémoire que les mots qui sont rares. Lorsqu'il est en face des mots qui sont rares, eh bien, il a du mal à utiliser sa stratégie orthographique. Donc, soit il répare avec la stratégie alphabétique, donc il fait des erreurs, parce qu'elles ne peuvent pas être combinées, il n'y a pas de règle, et on peut observer également donc, ce type d'erreur. Donc, vous comprenez que dans ce stade de la lecture, on a vraiment besoin d'un élément qui est fondamental, qui est la mémoire à long terme visuelle et la discrimination visuelle. Donc, il faut retenir ici que la lecture est une activité visuelle. La lecture est une activité visuelle. Pour apprendre à lire, il faut avoir un meilleur traitement de la vue. Donc, il faut être capable d'utiliser la vue pour apprendre à lire. Donc, c'est pourquoi quand les enfants ont des difficultés de lecture, eh bien, on va se poser la première question, est-ce qu'ils sont capables de mieux traiter? Est-ce qu'ils voient mieux, etc. Est-ce qu'ils vont faire des évaluations sur l'ophtalmologue, etc. Et tout, et tout. Donc, la lecture, retenons que c'est une activité visuelle qui nécessite une bonne capacité de mémorisation à long terme. Alors, on a fini donc la partie donc sur les théories des apprentissages. On va rapidement parler des éléments dont il faut avoir pour pouvoir développer la lecture, donc des facteurs. Donc, notamment, on a donc les compétences voilà, nécessaires à l'apprentissage de la lecture et on va finir avec ça. Donc, voilà. Donc rapidement, euh, on a 6 facteurs instrumentaux qui vont nous permettre de pouvoir développer la lecture de l'enfant. On a le langage. Donc, le langage oral, il est fondamental qu'un enfant sache parler, soit capable de mieux s'exprimer. Donc, un enfant avec un retard de langage ou une dysphasie, etc., va avoir évidemment des problèmes
dans l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, parce que les deux sont liés, lecture et orthographe. On voit également la motricité, on voit le schéma corporel, la latéralité, les facteurs spatiaux, le facteur spatial, le facteur temporel, etc. Alors, le langage ici, donc il faut dire que les habiletés phonologiques au nombre de 4, donc les habiletés de perception fine de la parole, discrimination auditive, perception catégorielle, discrimination phonétique, sensibilité phonologique. Donc, la conscience, en gros, phonologique, doit être travaillée chez les enfants. Les enfants doivent être capables de pouvoir segmenter, donc de pouvoir être capables d'entendre le son dans un mot. Donc, quand je dis moto, on est capable d'entendre le premier son, M, ainsi de suite. Donc, l'enfant doit être capable de segmenter, de pouvoir assembler. Donc, en gros, de pouvoir faire un jeu, de pouvoir manipuler, de pouvoir manipuler les sons. Et ça, c'est très fondamental parce que les enfants qui vont avoir des problèmes à manipuler les sons vont avoir des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Donc, c'est un élément sur lequel il faut mettre beaucoup d'accent. Et malheureusement, dans nos programmes éducatifs, etc., euh, on ne met pas, c'est vraiment mon point de vue, on ne met pas assez d'accent sur la manipulation des unités donc de son, sur la manipulation, la conscience phonologique pour mieux sensibiliser, etc. Voilà. Donc, les habiletés de perception de la parole. Alors, je vais passer parce que ça devient un peu plus long. Un élément qu'il faut retenir, donc la conscience épilinguistique, donc qui est la connaissance, l'apprentissage, qui est inconscient, qui est implicite. Et puis, on a le langage oral qui est inconscient, inconscience du phonème. Donc, ici, quand on est dans cet apprentissage, on apprend, mais de manière très inconsciente. On va pas, dans le développement du langage oral chez l'enfant, on va pas apprendre à tout moment, ça c'est ça, c'est ceci, c'est cela, etc. Mais l'enfant est capable, à un certain âge, d'accéder à un mot, à 1 an, 18 mois, à 2 ans, de commencer à utiliser 2 mots, à 3 ans, de faire des sujets verbes compléments, à 4 ans, ainsi de suite. Et on a ce développement du langage qui est incroyable à partir de 3 ans, etc. Mais bien pour les apprentissages de la lecture, eh bien, ça va être une connaissance métalinguistique. Donc, une connaissance qui est explicite. Donc, qui est une conscience explicite. Donc, il faut enseigner à l'enfant. Il faut que l'enfant soit capable de prendre conscience du phonème, de savoir que le phonème, on peut le changer de place, etc. On peut le manipuler. Parce que quand on rentre dans les apprentissages, eh bien, il faut qu'il y ait vraiment cette prise de conscience voilà, du phonème, etc. Donc, c'est une connaissance, je dis, explicite qu'on va donner à l'enfant. Alors, je vais passer donc sur ces éléments et on va arriver donc sur le facteur temporel. Vous pourrez revoir éventuellement mon PowerPoint avec Jessica. Voilà. Donc, au niveau du facteur temporel, on a l'orientation temporelle. Donc, on a l'ordre ou la chronologie, l'accès à la maîtrise de la conjugaison orale, puis à l'écrit, va s'appuyer sur l'ordre chronologique, donc la chronologie de l'histoire, ligne du texte, ligne pardon, du temps, etc. La notion de durée va s'élaborer au départ sur des notions donc spatiales. Donc, il est très important d'évaluer ces instruments-là, ces facteurs-là chez l'enfant. Donc, l'orientation temporelle, parce qu'on va l'utiliser pour faire des conjugaisons, voilà, pour faire des conjugaisons, pour s'exprimer, etc. On va utiliser également dans le rythme de parole, dans le rythme de lecture, donc la fluidité, par exemple, de la lecture, le respect des unités de sens, de la ponctuation, en orthographe, par exemple, le respect des entités lexicales, donc la séparation des mots, etc. Et tout, tout. Donc, ça c'est un élément qui est très important. C'est justement pourquoi vous allez retrouver dans nos épreuves, quand on évalue un enfant en lecture ou en leximétrie, par exemple, on va mettre un chronomètre, on va chronométrer la capacité de lecture de cet enfant, donc la vitesse de traitement de l'information, la vitesse de lecture, on va chronométrer pour voir comment l'enfant est capable de lire plus vite, etc., un certain nombre de mots et tout ça. Donc le facteur temporel, il est donc très important donc, à développer chez l'enfant. On a le facteur spatial, donc l'orientation spatiale, donc hein, connaître l'avant, l'arrière, à côté, etc. Donc la prise de conscience de la notion de direction dans un trajet est fondamentale parce que ça va avoir une implication donc dans l'écriture donc de certaines lettres telles que le B, le D, le P, le Q, le U, le N et j'en passe. Donc le sens de la lecture, de l'écriture et tout ça. La direction, on lit donc de la gauche pour aller à la droite. Donc, vous allez qu'on va apprendre tout ça. Donc, c'est très important. On a la connaissance donc des notions spatiales, la structuration spatiale, donc aptitude à organiser les éléments,
les uns par rapport aux autres. Par rapport aux autres. On a L'enfant doit donc pouvoir s'orienter dans l'environnement pour pouvoir se repérer et disposer des signes graphiques eux-mêmes orientés et organisés dans un espace feuille. C'est-à-dire que pour arriver donc à l'écriture sur la feuille, l'enfant doit être capable déjà lui-même être capable de se représenter dans l'environnement, dans l'espace dans lequel il est, donc de connaître sa gauche, sa droite, etc. Cela va dire, lorsqu'on va donner des épreuves, par exemple aux enfants euh, à l'école, que ce soit en mathématiques, etc., on demande parfois aux enfants entourer le rond qui est en dessous du carreau, etc. Eh bien, on est dans la représentation spatiale et si un enfant a des difficultés à pouvoir lui-même s'orienter dans l'espace, eh bien, il va faire des erreurs. Il n'aura pas compris parce que déjà, il n'a pas compris la consigne et il a déjà un problème de représentation, etc. Alors, on a la latéralisation. La latéralisation, avoir une dominance latérale, être droitier ou gaucher. Donc, préférant l'utilisation d'une partie symétrique du corps. Donc, la main, les oreilles, l'œil, la jambe et tout ça. Donc, c'est bien de vérifier la main qu'utilise l'enfant pour écrire. On va avoir des enfants ambidextres. Ça sera quelque part des difficultés. On va pas également, pour un enfant gaucher, l'obliger à être droitier, eh bien, ça peut également aussi avoir des incidences sur l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. Alors, on va aller rapidement au schéma corporel. L'enfant prend conscience de son propre corps, des différentes parties de son corps. Développer donc, développer, développer du geste, développement pardon, du geste graphique, de la préécriture, de l'écriture. Compter sur ses doigts, prise de conscience des organes phonatoires, etc. Et donc le schéma corporel, il est éventuellement très important parce que lorsqu'on va rentrer dans les apprentissages donc de logico-mathématiques, on va apprendre avec ses doigts, à compter avec ses doigts, etc., à compter avec des objets et tout, à compter avec des objets, ses doigts et tout ça. Et donc, ça va être un élément très important, donc le schéma corporel, à vérifier si éventuellement le schéma corporel est bien acquis chez l'enfant et tout ça, parce que on peut le voir, c'est un élément donc très important. Alors, je vais m'arrêter sur ce point, parce qu'on a encore d'autres PowerPoint qui sont très longs. On va pas terminer, on va s'arrêter sur ce point. Et je vais rapidement faire un résumé pour qu'on comprenne que la mémoire, donc le cerveau qui est le siège de tous les apprentissages, donc des apprentissages, hein, a un élément donc qui est très important, qui est très fondamental pour les apprentissages, qui est la mémoire. Et on a pu se rendre compte que dans les activités donc de lecture, d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, on va avoir besoin de la mémoire et donc de toutes ces capacités donc cérébrales, donc du lobe occipital, donc de la vue pour pouvoir traiter donc l'information, etc. Donc, chers participants, chers enseignants, n'hésitez pas à utiliser des éléments visuels pour apprendre la lecture chez l'enfant. Il est fondamental également aussi de connaître les éléments qui impliquent le développement de la lecture et de l'orthographe chez l'enfant pour mieux expliquer aux enfants parce que bien souvent dans l'apprentissage de la lecture, ils sont en difficulté dans les graphies complexes ou les règles, etc. Donc, il est très important de très bien schématiser par des dessins, expliquer ça aux enfants pour qu'ils s'approprient. Parce qu'une fois qu'ils s'approprient, une fois qu'ils comprennent, une fois qu'ils ont la maîtrise de la conscience phonologique et de tout ce qu'on a cité, eh bien, la lecture se développe sans problème et aussi l'orthographe, etc. Sur ce, je vous dis merci. Je vous présente à la fois mon ouvrage paru aux éditions universitaires européennes, que vous pouvez trouver donc sur Google. Et donc, je vous dis merci de m'avoir invité. Merci Jessica. Je vous souhaite de passer une très belle fête. J'espère que nous nous reverrons un jour en RDC Congo.